Début de semaine sur nos antennes, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette grande édition du journal. Nous vous proposons de suivre le principal sujet de cette édition. La directrice régionale du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Madame Aouna, en visite de travail dans la capitale Kinshasa. C'est lundi 9 août, elle a conféré avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apala Christophe. L'actualité de ce lundi débute donc à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Sur place, Junior Kaniki nous fait savoir que c'est ce lundi 9 août 2021 que la mesure rendant obligatoire le port de masque au centre-ville prise par la mairie de Lubumbashi est entrée en vigueur. Selon le maire de la ville de Lubumbashi, un emprisonnement de 7 jours sera infligé aux contrevenants. De son côté, le bourgmestre de la commune de Lubumbashi intensifie la sensibilisation quant à ce sujet. L'obligation du port correct des masques dans les milieux publics et privés et la fermeture des boîtes de nuit, salles polyvalentes et autres milieux d'accueil des cérémonies festives sont là les quelques mesures prises par le maire de la ville de Lubumbashi. Et cela en vue de limiter la propagation du Covid-19. Déjà, la sensibilisation s'intensifie dans la commune de Lubumbashi. Il n'y a pas un autre produit qui peut chasser cette pandémie, c'est seulement le respect des mesures barrières. C'est pourquoi je demandais aux chefs de quartier, même le conseil de sécurité communale, de faire les suivis, faire exécuter sans cache-nez. Vous n'avez pas le droit d'entrer au centre-ville. C'est pourquoi je demandais aux différents services de sécurité d'appliquer par la sensibilisation, l'exécution, le concret. Vous n'avez pas le cache-nez, vous n'entrez pas au centre-ville. Selon l'arrêté du maire, les contrevenants devraient écoper de 7 jours d'emprisonnement. Une mesure que le bourgmestre Gustave Ngoyi Kiakamanga promet de mettre en application. Tout le monde doit se confondre dans la loi. Je vous rassure que vous verrez vous-même sur le terrain la pratique, le concret. On va appliquer ça. Déjà la matinée de ce lundi, premier jour de l'entrée en vigueur de cette mesure, l'on pouvait apercevoir des services de sécurité déployés dans certains coins de la ville de Lubumbashi. Toutefois, cette mesure d'emprisonnement est critiquée par la société civile, car selon elle, le maire n'a pas qualité. Rencontre ce jeudi 5 août entre le directeur provincial de l'ICCN Emmanuel Demerode et l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Dona Mandongo. Leurs échanges ont trouvé sur l'électrification de la cité de Lubero. Suivez. Soucié de l'amélioration des conditions sociales de son entité, le colonel Mandongo Ndonda Dona, administrateur militaire du territoire de Lubero, a rencontré ce jeudi 5 août au quartier général du parc national de Virunga à Rumangabo, M. Demerode, directeur provincial de l'Institut congolais de la conservation de la nature. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné tout autour de l'électrification de la cité de Lubero et de la prise en charge de la jeunesse de la dite cité en les octroyant du travail, comme nous le dit ici l'administrateur du territoire. J'ai profité de mon passage ici à Goma pour arriver ici à Rumangabo afin de rencontrer M. Demerode. Mon souci, c'est qu'il puisse donner du travail à la jeunesse de Lubero. Comme vous le savez, à Lubero, il y a une jeunesse qui a étudié mais qui est au chômage. Nous osons croire que s'il donnait du travail à la jeunesse de Lubero, ces derniers vont abandonner les groupes armés et la jeunesse sera forte. Le directeur provincial du parc national de Virunga
a réservé une oreille attentive à son hôte de marque et a répondu favorablement aux attentes de ces derniers. Depuis quelques années maintenant, l'ICCN cherche à jouer son rôle par rapport non seulement à la conservation de la nature, mais d'essayer de promouvoir le développement économique. Et il y a eu des interventions importantes au niveau de Lubero. Donc c'est ça qu'encourage l'administrateur du territoire. Et évidemment, nous sommes également très encouragés par ça. La centrale de Luviro, qui vient d'être terminée, est axée sur le territoire de Lubero. Donc dans l'immédiat, c'est la ville de Musienene, de Kimbulu et de Lubero qui sont visées. Notons que la démarche de l'administrateur militaire du territoire de Lubero s'inscrit dans le cadre de l'état des sièges décrété par le chef de l'État afin de donner du travail à la jeunesse de Lubero. Et sachez aussi que le député national Faustin Toengaowo, élu de la Tchopo dans la circonscription de Bassoko, séjourne depuis le 18 juillet dernier dans sa base électorale pour faire la restitution des activités parlementaires. L'élu du peuple a organisé plusieurs séances de restitution parlementaire. Il a aussi profité de cette occasion pour rencontrer les responsables des usines et entreprises fonctionnant dans cette entité. Patrick Amangala nous en dit plus. Vous êtes en train de voir les différents dragues posés ici par les Chinois, et alors qu'il avait été dit qu'il s'agissait d'une opération de recherche, mais ce que nous sommes en train de voir là, ce n'est pas de la recherche, c'est déjà une exploitation pure et simple des matières précieuses qui se trouvent au sous-sol. Nous sommes en train de voir cette drague et il est déjà 18h30 et voilà, le travail continue et les Chinois sont très nombreux là-bas et vous voyez ce qu'ils sont en train de dégager comme saleté, ça contribue à polluer l'eau de cette rivière. Voilà comment la population est exposée à un grand danger. Voilà comment l'environnement est en train d'être pollué. Saisir la vice-première ministre et ministre de l'Environnement pour qu'elle se rende compte de cette réalité afin que des mesures urgentes soient prises pour épargner la population de Bassoko du danger qui les guette. Nous vous l'annoncions au sommaire de ce journal en visite de travail en République démocratique du Congo. La directrice régionale du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle a conféré ce lundi avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Les échanges ont tourné autour notamment des priorités de la RDC en ce qui concerne l'objectif de développement durable ODD, objectif pour lesquels les pays de Lumumba bénéficient d'un appui considérable du PNUD. Polydor Gaziami, Jusen Belebele, commentaires et images. Arrivé à Kinshasa dimanche 8 août 2021 pour une visite d'une semaine en RDC, la directrice régionale du Bureau Afrique du PNUD, Aouna Eziakonoa, a rencontré ce lundi 9 août le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Avec le chef de la diplomatie congolaise, il a été question des priorités de la République démocratique du Congo et du rôle de ce grand pays de l'Afrique centrale à la tête de l'Union africaine. Africans can be vaccinated quickly. We talked about the possible Nous avons parlé des priorités de la République démocratique du Congo, notamment l'intégration régionale, également dans des secteurs très importants comme la lutte contre Covid-19 et également la possibilité d'avoir un plus grand nombre de personnes vaccinées. C'est très important. Nous avons également parlé de la nécessité pour le PNUD de pouvoir appuyer des secteurs clés comme la santé, l'éducation, l'agriculture et également nous avons parlé des secteurs vitaux comme l'eau et l'énergie. Concernant l'appui du PNUD à la RDC dans l'atteinte des objectifs de développement durable, Aouna Eziakonoa
a fait savoir que c'est toute la famille des Nations Unies qui est impliquée, et plus particulièrement le PNUD. Et à ce sujet, elle encourage la RDC à avoir un plan national de développement et à la mobilisation des ressources. Dans le cadre de sa visite en RDC, la directrice régionale du bureau Afrique du PNUD se rend demain mardi 10 août à Kananga, dans le Kasaï central. Le mercredi 11 août, elle se rendra à Goma, dans le Nord Kivu, pour regagner Kinshasa le même jour. Célébration ce lundi de la journée internationale de peuples autochtones. La cérémonie commémorative a eu lieu au centre de formation de cadres de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous sommes ici à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, sur les thèmes les langues autochtones, appel à revitaliser, préserver et promouvoir les langues autochtones à travers le monde. La suite avec José Mazao Soukouma. L'humanité tout entière a commémoré ce lundi 9 août 2021 la journée internationale de peuples autochtones. Une grande cérémonie de la célébration de cette journée a eu lieu au centre de formation des cadres de l'EPST, ville de Mbandaka, et sous le thème « Les langues autochtones appellent à revitalisation, préserver et promouvoir les langues autochtones à travers le monde ». Par sa résolution 49-214 du 23 décembre 1994, l'Assemblée générale des Nations Unies a décrété le 9 août de chaque année la Journée internationale des peuples autochtones et elle a, par sa résolution 59-174 du 20 décembre 2004, proclamé la deuxième décennie internationale des populations autochtones 2005-2014 sous le thème « Partenariat dans l'action et la dignité ». Au regard de l'importance que le monde accorde à cette journée dans le cadre d'assurer un plaidoyer en faveur de la reconnaissance des droits des peuples autochtones de la province de l'Équateur qui constitue l'une des principales cibles dont la mise en œuvre du projet Pirée d'Équateur, le REPA-LEF Équateur, en collaboration avec la FAO et a rendu possible cette journée. Les coordonnateurs du réseau de peuples autochtones et local pour la protection de l'écosystème forestier, REPA-LEF, Samuel Bopio Babia, de la province de l'Équateur, le peuple autochtone de son état nous a donné la quintessence de cette journée. Nous faisons un appel qu'on conscientise le parent, que les parents soient aussi à mesure de donner l'éducation aux enfants, de comprendre que je suis autochtone, j'ai une langue à côté de moi. Tout a commencé par les mots d'introduction prononcés par Jérémy Amani, chargé de gouvernance et questions juridiques de la FAO. L'allocution d'ouverture était prononcée par le gouverneur ad interim de l'Équateur, Dr Taylor Ganzi, qui a présidé cette cérémonie, suivie de la présentation de la thématique par 4 intervenants et enfin la lecture du communiqué final. Nous restons à Mbandaka avec José Mazao Soukouma. Il nous rapporte que l'Institut supérieur des techniques médicales ISTEM est doté d'une imprimerie et d'une librairie moderne. Les équipements de ces dernières étaient remis le vendredi donc à Mbandaka dans une cérémonie présidée par le docteur Faustin, par le professeur, j'allais dire Faustin Poutou-Boukenga. Il est donc le directeur général de l'ISTEM Mbandaka. L'amphithéâtre de l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Mbandaka a servi de cadre de la cérémonie de remise de matériel et équipements modernes, de l'imprimerie et de la librairie achetés par des fonds propres de l'ISTEM Mbandaka sous l'initiative du directeur général, le professeur Faustin Poutou-Boukenga. Tout a commencé par la présentation et distribution de 3 manuels, notamment les livres sur les droits congolais de l'enseignement supérieur et recherche scientifique, le vademecum de l'enseignement supérieur universitaire et les documents sur éthique et déontologie dans l'ECHI. Il a demandé à tous de ne plus garder ces livres dans les tiroirs, mais les lire, les comprendre pour mieux améliorer leur compréhension. DG Faustin Boukenga a annoncé l'arrivée de demain samedi 7 août d'une mission de contrôle pour voir la viabilité de chaque institution dans la ville de Mbandaka et dans toute la province de l'Équateur. Le temps fort a concerné la remise d'équipements modernes pour imprimerie et la création de la librairie. Il s'agit notamment des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, rétroprojecteurs, une bibliothèque virtuelle, matériel à relire, perforateurs,
agrafeuse moderne, classification et autres. Maintenant, pas question de vendeurs externes dans l'enceinte de l'ISTEM. Les étudiants eux-mêmes vont s'en occuper, a souligné le DG Faustin Bokenga. Il a enfin interdit formellement la vente de syllabus par les professeurs dans son institution. Avant toute chose, de remercier le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire qui, par son instruction académique 022 du 19 mai 2021, a pris des directives pour garantir le bon fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur universitaire à travers l'ensemble des territoires nationaux. Parmi ces mesures, il a décidé par rapport à sa vision d'assurer la bonne gouvernance des établissements de l'enseignement supérieur universitaire à travers la promotion des valeurs et l'aboutissement des réformes entreprises depuis la publication de la loi cadre de l'enseignement national. Un autre intervenant, le porte-parole des étudiants, a remercié au nom de tous les autres le directeur général pour la concrétisation du projet innovant à impact rapide et durable. Il a enfin interpellé tous les étudiants à la protection de ces équipements. La police nationale congolaise, section anticriminelle à Mbandaka, nous y sommes encore à mis la main sur un véhicule qu'utilise le présumé Kuluna. Dans cette ville, 2 personnes sont aux arrêts pour les bilans d'enquête. La suite dans cette correspondance. Le véhicule que vous voyez est identifié comme le moyen de transport utilisé par les malfrats communément appelés Kuluna dans la ville de Mbandaka. Il est tombé dans les filets de la police nationale congolaise cette nuit du vendredi vers 1h du matin et sur l'avenue Itela à Mbandakade dans la commune de Wangata. Les patrouilleurs commandés par Major Bondoui, le commandant de la police anticriminelle, ont intercepté ce véhicule marqué Prado de la couleur blanche immatriculé 0474 AE-19 pour la première fois sur l'avenue Asayama à Mbandaka 3. Il s'est sauvé en grande vitesse. Ce véhicule n'a pas cessé de tourner avant de tomber pour une deuxième fois dans les mains de la police nationale congolaise et maintenant logé au commandement ville de Mbandaka. Pour les besoins d'enquête, 2 personnes sont déjà appréhendées. Et puis nous allons clôturer ce chapitre de Mbandaka avec le premier vice-président de l'UDPS, président fédéral donc Yves Balo Bokole, qui a été réhabilité dans ses fonctions. Le premier vice-président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, province de l'Équateur 1, Yves Balo Bokole Wanyongu, est réhabilité de ses fonctions depuis le 3 août 2021 à l'issue d'une réunion tenue par le secrétaire général de l'IDPS RDC, Augustin Kabouya, après une suspension illégale d'une longue période. Dans sa lettre numéro 013, bar IDPS Tshisekedi, bar 2021, c'est au cadre du parti au pouvoir, dans une assemblée générale tenue le 17 juin 2021, à lever cette suspension. Le secrétaire général a demandé au premier vice-président de reprendre ses activités en respectant les prescrits de son hiérarchie, de travailler avec harmonie et franche collaboration avec son hiérarchie, a conclu le secrétaire général Augustin Kabouya Chilomba. Mais comment ça doit se faire concrètement? Que dit la loi en la matière à quand la reprise effective de prise du bâton de commandement? Et qu'est-ce que la population peut retenir de ces dossiers? Maître Marval Lochekelami, secrétaire fédéral en charge des communications et porte-parole de la fédération, nous explique. Il a dit allez travailler et je vous confirme, je vous promets que vous avez ma totale confiance. C'est ce que l'autorité avait dit. Alors c'est comme ça que nous sommes rentrés avec cette promesse-là qu'il va établir. Et aussi il avait déjà lui-même constaté avec ses services que la décision de suspension était déjà caduque parce qu'au-delà de 3 mois.
Et puis nous allons prendre maintenant la rubrique Actualité vue par les autres avec Esther Bazibiabia et Patim Bouzi qui sont allés à la rencontre ce lundi de Cissé Traoré, les directeurs d'information à NCTV. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par la prolongation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'actualité est d'abord dominée par la prorogation de l'état de siège qui a eu lieu en fin de semaine, mais l'évaluation se poursuit. Aujourd'hui, lundi donc, le ministre de la Défense, accompagné des autres membres du gouvernement sectoriel, sont à l'Assemblée nationale, précisément devant la commission défense et sécurité, pour pouvoir évaluer les résultats de l'état de siège depuis qu'il a été décrété dans les deux provinces du Sud et plutôt du Nord et Nord Kivu et l'Ituri. C'est à l'issue de cette audition que l'on saura si les députés vont encore une fois accepter de proroger pour la 6e fois, étant donné que le gouvernement a déjà dit son intention de vouloir demander une 6e prorogation. À part ça, il y a une autre question actuelle, c'est que le président de la République a lancé le week-end, c'était Andy Librasserie, l'événement pour l'installation de la lumière publique dans toutes les grandes artères de la ville de Kinshasa. L'activité a eu lieu en Djili-Brasserie. C'est une activité qui dépend de la... Pour ce coin de Kinshasa reste l'électricité domestique, ce qui lui évitera de recourir à la batterie pour préparer ou suivre la télévision. Econews se demande pour sa part à quel jeu l'UDPS joue. Passerait-elle finalement pour un partenaire gênant, s'interroge-t-il. Le tri-hebdomadaire rappelle l'échec de la coalition FCC Cash avant d'évoquer les attaques subies par l'un de ses partenaires, à savoir Moïse Katumbi, pour atterrir enfin sur la situation actuelle où l'on voit le curseur des combattants de la 10e rue posé sur Jean-Pierre Bemba, que le journal considère déjà comme la prochaine victime qu'il faut éloigner de Félix Tshisekedi. Pour Econews, s'attaquer aux partenaires de l'Union sacrée de la nation par le secrétaire général de l'UDPS revient à saper la politique du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'isoler. Et pourtant, il devrait chercher à nouer des alliances solides. Enfin, 13 millions de dollars américains se seraient volatilisés des tiroirs du projet Chile-Gelou. L'alerte, écrit le journal, est signée Inspection Générale des Finances. Et c'est à la base de la lettre du 6 août 2021 adressée à la direction générale du FONER qu'elle voudrait être fixée sur le fait que 2 entreprises de l'État aient, comme par enchantement, utilisé les fonds destinés à la réalisation du projet Chile-Gelou, dont le directeur général de l'OVD fait son cheval de bataille pour la visibilité des actions du chef de l'État dans l'arrière-pays. Bonsoir. Merci Polydor. Ce journal est terminé. Nous allons prendre les rappels des titres. La directrice régionale du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, Madame Aouna, en visite de travail dans la capitale Kinshasa. Ce lundi 9 août, elle a conféré avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Lutundula Apala Christophe. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.